Ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise. Et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, le futur du travail. On parlera bien sûr du télétravail, du full remote. On va en parler avec Anne Talagrand, la DRH de Fujitsu, qui est un groupe mondial en pointe en la matière. On fera le point avec elle dans quelques instants. Smart et Réglo, notre focus juridique aujourd'hui sur l'abandon de poste. Comment ça marche? Quels risques l'on prend? On fera un éclairage dans quelques instants avec une avocate. Le cercle RH, le débat de Smart Job. On parle beaucoup des jeunes, un jeune, une solution. On va parler aujourd'hui des seniors. Bah oui, un peu les oubliés du plan de relance. On reviendra sur leur situation. Ces femmes et ces hommes de plus de 50 ans qui ont perdu leur emploi. Ils peinent souvent à le retrouver. Que faut-il faire? Diagnostic et propositions dans notre débat avec mes invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi avec Amélie Fabriguité, l'incontournable Amélie. On parlera des digital nomades. Bah oui, ils ont leur ordinateur sous le bras et ils travaillent dans le monde entier. C'est un nouveau mode de vie qui allie le travail et le plaisir. Peut-être, on fera le point à la fin de notre émission. Mais d'abord, bien dans son job. Bien dans son job, le télétravail. On ne parle que de lui. Alors, il fatigue, il épuise les collaborateurs. Il y a des études qui sortent évidemment, mais il peut aussi satisfaire les collaborateurs, les rendre heureux et épanouis. On en parle avec Anne Talagrand. Bonjour Anne. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Fujitsu France. Alors, un petit éclairage sur votre entreprise. C'est un groupe mondial, c'est un groupe japonais, 130 000 collaborateurs dans le monde. Et vous êtes, vous, la DRH d'une entreprise de quoi? 350 salariés? Tout à fait. De l'informatique, de la tech. Quel est le travail de Fujitsu? Donc, Fujitsu vend, fabrique et vend du matériel informatique, que ce soit des ordinateurs portables, des serveurs, mais aussi des services informatiques à nos clients. Alors, une information, c'est important de le préciser parce que l'organisation, la façon dont vous travaillez, et on va bien sûr approfondir ce sujet, a été célébrée par le ministère japonais des Affaires intérieures et vous avez reçu votre entreprise mondiale, le top 100 Telework Pioneers, Telework, mais évidemment comme télétravail. D'abord, un mot sur ce full remote, on peut l'utiliser, c'est le mot que vous utilisez, j'imagine, c'est le 100% télétravail. Dès mars 2020, vous êtes en 100% télétravail. Comment ça s'est passé pour vous, la DRH? Tout à fait. Donc, on a basculé en quelques jours en 100% télétravail parce que nous y étions prêts. Donc, nous étions préparés à ce 100% télétravail. Il faut savoir que nous avions un accord de télétravail existant dans l'entreprise depuis 2016 déjà. Et nous avions fait tous nos tests en amont, des tests VPN, des tests informatiques, pour être prêts à cette bascule en 100% télétravail qui a été une réussite, on peut le dire. Comme si vous attendiez, comme si vous vous prépariez au cataclysme du Covid en quelque sorte. Vous étiez déjà prêt. Tout à fait, on était déjà prêt. Et il faut savoir que chez Fujitsu, tous les collaborateurs sont équipés d'un ordinateur portable depuis 8 ans, ce qui n'est pas la norme aujourd'hui dans les entreprises, et ce qui a permis ce basculement en 100% télétravail. Par ailleurs, nous avons déployé des outils collaboratifs, ça a corroboré exactement avec cette période-là, qui ont permis aux collaborateurs de rester connectés les uns avec les autres, les managers avec leurs équipes également. Un travail qui était en fait préparé en amont avant mars 2020, ça veut dire que vous aviez, vous, la DRH, anticipé les difficultés des managers. C'est un point qui ressort régulièrement. Là, aujourd'hui encore, des études nous disent que les managers sont un peu perdus, ne savent plus comment faire. Vous aviez anticipé cette difficulté? Nous avions anticipé cette difficulté tout à fait d'un point de vue technique, mais aussi il faut savoir qu'on a une culture managériale de bienveillance chez Fujitsu. C'est japonais ça ou c'est la filiale française? Alors je pense que ça vient aussi du Japon, c'est particulièrement présent en France, mais nous avons une vraie culture de bienveillance, d'écoute et nous faisons confiance à nos collaborateurs. Il y a beaucoup d'autonomie chez nos collaborateurs qui permettent aussi ce télétravail aujourd'hui, que ce soit une réussite. Il y a des petits espaces collaboratifs aussi qui permettent aux gens de rester connectés parce que full remote, ça veut dire que, pour qu'on soit bien précis, l'ensemble des 350 collaborateurs sont
atomisés dans leur lieu de vie, on est bien d'accord, ou dans des lieux tiers. Comment ça se passe d'ailleurs? Ils sont chez eux en partie ou vont dans des coworking? Alors, tout à fait. La majorité alors, tous les collaborateurs sont à leur domicile aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a quand même gardé nos bureaux ouverts pour les les collaborateurs qui souhaitent venir au bureau s'il y a besoin, avec un jour par semaine, de façon très Pour des raisons techniques, souvent on n'a pas forcément de matériel à la maison, c'est compliqué. Tout à fait. Mais par ailleurs, ce qui a permis cette réussite du 100% télétravail, c'est tous les moyens de communication qu'on a mis en place derrière. Ça va être des communications bimensuelles à destination de tous nos collaborateurs, donc la direction qui redescend des messages aux collaborateurs et qui reste connectée aux collaborateurs. Toutes les 2 semaines, on a également des points avec tous nos managers pour partager les bonnes pratiques, pour partager des solutions. Donc ça, c'est vraiment important pour nos managers. On a aussi mis en place des formations pour nos managers pour renforcer leurs compétences de management à distance. Important, ouais. Mais aussi le télétravail, on sait que le travail, c'est pas 100% formel, il y a aussi des moments informels. Donc on a aussi mis en place des coffee rooms virtuels, on a mis en place ce qu'on appelle des morning coffee ou des meet-up. Les gens viennent partager des bonnes pratiques pour les collaborateurs. Oui, et puis ça permet de créer du lien social virtuel, exactement. de parler, quoi. Il y a même des collaborateurs qui se sont improvisés coachs sportifs et qui donnent des cours, les salles de sport étant fermées. On a des ateliers cuisine, on a une communauté aussi, un groupe WhatsApp Stay Up qui anime la vie de l'entreprise par des concours photos, des jeux, des recommandations de séries, de polars. Donc il y a une vraie vie ouais. de l'entreprise. Elle est virtuelle, mais il y a de la vie. Tout à fait. Comment vous regardez le débat qui est posé par notre société, de la fenêtre de Fujitsu, mais il y a des vrais débats, voire même des polémiques autour du télétravail. Comment ça se vit chez vous? Parce que j'imagine que vous sondez un peu les cœurs, vous posez des questions, vous demandez aux collaborateurs comment ils se sentent, comment ils vont psychologiquement. Comment ils vont, vos collaborateurs? Alors, nos collaborateurs, effectivement, on les sonde. Donc, la majorité nous disent qu'ils vont bien et que le télétravail fonctionne. C'est bien de l'entendre. Tout à fait. Ils vont bien, ça veut dire que ce mode de vie, parce que c'est vraiment un mode de vie, le télétravail, leur convient. Oui, alors ce mode de vie leur convient, même si on sait que le 100% télétravail n'est pas une solution aujourd'hui. Donc, on a aussi, comme je vous le disais, laissé nos bureaux ouverts un jour par semaine. Mais on est très attentif à la santé de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a une cellule qui se réunit quotidiennement depuis le début de la crise sanitaire pour à la fois s'assurer du retour de nos collaborateurs sur site de façon très structurée, en respectant les gestes barrières et tout ce qui convient, et aussi de la continuité de notre activité. Oui. Voilà. Sur le plan du business, là on parle des hommes, c'est vous qui les gérez, leur bien-être, la qualité de vie au travail, l'organisation, mais sur le plan du business, qu'est-ce qui remonte? Parce qu'il y a un débat, est-ce que la productivité, est-ce que Fujitsu continue à produire et à vendre dans les meilleures conditions? Alors, tout à fait, cette bascule en télétravail a été une réussite aussi d'un point de vue client, parce qu'on a réussi à continuer à accompagner nos clients de façon efficace aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'expertise de Fujitsu est de mettre en place chez nos clients des services et des produits informatiques. Donc c'est plus compliqué quand même avec le Covid, parce que là pour le coup, ceux qui se déplaçaient chez les clients, comment ils faisaient? Ils faisaient de la visio? Comment ils allaient quand même sur place? Alors il y a moins de déplacements chez les clients, évidemment, mais évidemment remplacés par la visio et d'autres événements comme ça. Le plan Work-Life Shift, quelques mots, c'est important, parce qu'on va parler du déménagement. On a eu ce débat, on a fait un débat ici sur les entreprises qui réfléchissent à leur mètre carré. Ça a un coût, évidemment. Mais d'abord, ce plan Work-Life Shift, c'est quoi? C'est pour l'ensemble des collaborateurs? Tout à fait. Donc, c'est un plan qui a été initié au Japon, qui a été renforcé l'été dernier, destiné à l'ensemble des collaborateurs et qui a pour objectif de repenser notre façon de travailler, nos méthodes de travail en offrant plus d'autonomie, plus de confiance et de flexibilité aux collaborateurs. Par exemple, en choisissant leur lieu de travail. Et ça s'illustre au Japon par une réduction de moitié des bureaux. Donc c'est assez fort et assez innovant dans la culture japonaise, une réduction de 50% des bureaux que nous... Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au Japon, on sait que les mètres carrés coûtent cher, même pour vivre, pour se loger. Il y a une stratégie aussi de réduire les mètres carrés et les coûts, j'imagine, non, quand même? Oui, alors tout à fait, mais aussi en offrant plus de flexibilité, surtout, et d'autonomie aux collaborateurs, qui aujourd'hui, on le sait, les sondages expliquent que 46% des collaborateurs veulent retrouver des espaces de convivialité dans les bureaux. Et donc c'est aussi une manière pour nous de repenser nos bureaux à partir du 1er juillet, où nous allons déménager le siège de Fujitsu à la Défense. C'est pas rien dans la vie d'une entreprise de changer de siège, de partir à un autre lieu dans lequel, j'imagine, vous avez participé à l'élaboration des espaces, parce qu'on voit
qu'aujourd'hui, les fameux open space où tout le monde était rangé en randonnion avec des ordinateurs est en train d'exploser totalement. C'est plus ce modèle-là. Tout à fait, c'est plus ce modèle-là. Aujourd'hui, les gens veulent trouver un modèle différent quand ils vont aller au bureau. Donc on aura des espaces collaboratifs, des espaces de coworking, de co-création aussi. Donc l'idée, c'est que les gens accèdent à des espaces qui stimulent la créativité, qui stimulent la collaboration, la productivité, mais aussi l'attractivité. On en fasse des locaux attractifs pour les talents, pour attirer des jeunes recrues. Déménagement prévu quand? C'est en cours Le là? 1er juillet, c'est en cours. Donc là, vous êtes en train de mettre les cartons, les dossiers et les câbles. Tout à fait. Et donc ça se prépare. Ça se prépare. Ils le vivent comment, les collaborateurs? Comment ils regardent ce déménagement? Parce que d'abord, on a bien compris qu'ils étaient chez eux ou dans des espaces dédiés, donc ils ne vivent pas tous les jours au siège. Ils le regardent comment? Vous avez sondé là aussi les collaborateurs sur un déménagement, sur ce déménagement? Oui, tout à fait. Donc c'est très fort comme événement en interne parce que déjà on déménage dans la tour Alto, qui est une tour toute neuve et qui vient d'être livrée à la Défense. Oui, la dernière tour de la Défense. Exactement. Donc c'est très innovant, le lieu est symbolique, mais aussi ça offre beaucoup plus d'accessibilité à nos collaborateurs, ça nous permettra aussi d'attirer de nouveaux talents et d'avoir une vraie proximité avec nos clients et nos partenaires qui sont autour de dans l'écosystème. Tout à fait. En parlant des nouveaux talents, tiens, avant de nous quitter, on est une émission évidemment emploi, recrutement. Vous en êtes où, Fujitsu? Est-ce qu'on peut aller sur votre site? Là, vous accélérez. On nous dit qu'il y a un besoin de numérisation, de digitalisation et que la tech se porte bien. Vous recrutez aujourd'hui, Fujitsu? Effectivement. On recrute beaucoup. On a des offres qui sont publiées en ligne. Allez-y. Voilà. Donc, combien d'offres là? C'est sur quel profil? Des développeurs? C'est quoi le profil des postes que vous recherchez? Beaucoup de consultants informatiques. Et donc, on a des offres en ligne. On a à peu près une trentaine de recrutements en cours. 30. Donc ça veut dire, vous, la DRH Anne Talagrand, c'est de l'onboarding à distance? Oui, tout à fait. Donc ça aussi, c'est nouveau pour vous aussi? Ça, c'est nouveau pour nous. Oui. Et on a un retour collaborateur qui est excellent sur ce sujet-là. On a réussi à maintenir un processus où le manager vient accueillir sur site les collaborateurs. Ah, quand même. Ils viennent récupérer donc leur équipement qui est prêt et ensuite tout est organisé à distance pour une rencontre virtuelle des équipes. Il y a quand même un présentiel et un physique, ça vous le gardez, c'est important d'avoir cet échange physique. Le premier jour, on pense que l'accueil dans les locaux est très important pour les collaborateurs. Il manque que la belle poignée de main d'accueil. Ça, elle n'existe pas, on ne peut plus serrer la main. Mais en tout cas, on accueille physiquement dans les locaux. Bientôt, donc en juillet, dans cette tour Alto, le nouveau site de Fujitsu, avec, rappelons-le, l'idée, c'est que ces collaborateurs vont rester en full remote lorsqu'on sera sorti de la crise avant de partir. On sort, septembre, c'est fini. Espérons-le, tout le monde revient. Non, vous allez rester en full remote? Non, alors l'idée c'est de généraliser le télétravail, effectivement, et d'avoir un modèle hybride aujourd'hui qui convient le mieux, on pense, à nos collaborateurs. Quand on les sonde, c'est ce qu'ils attendent, un modèle de pouvoir revenir au bureau et de pouvoir travailler, d'avoir cette flexibilité de travailler chez soi. Alors précisons, avant de nous quitter, que c'est un secteur d'activité qui permet aussi ce type dans l'industrie, c'est plus compliqué. On sait qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en télétravail. C'est un plaisir de vous accueillir, Anne Talagrand. Vous êtes la tête dans les cartons, comme on dit, comme dans tous les déménagements, pour basculer. C'est un moment important de la vie d'une entreprise. DRH de Fujitsu France, 130 000 collaborateurs, 350 collaborateurs ici dans le nouveau site de la Défense, avec des recrutements. Allez donc jeter un œil à l'onglet recrutement chez Fujitsu. Peut-être y a-t-il des postes qui correspondent à vos envies et à vos talents, puisque c'est ça le mot à la mode. C'est voilà, on va chercher des talents. Les talents, allez chez Fujitsu. Merci beaucoup. À très bientôt et bon déménagement, Anne Talagrand. La suite de nos programmes, restez une seconde avec moi, c'est Smart et Réglo, c'est le focus juridique, c'est l'abandon de poste. Tiens, ça c'est un bon casse-tête pour les DRH, oui, tout d'un coup, on a abandonné le poste. Comment ça marche? On en parle avec une avocate. Patricia Gomez-Talami. Pas simple de s'installer sur nos petits fauteuils, avocate associée spécialisée en droit social au cabinet PDGB. Merci de nous rendre visite. Maître, l'abandon de poste, d'abord, commençons par le début, et comme si nous parlions à un enfant de 6e, c'est quoi un abandon de poste? Je quitte le studio et je m'en vais? Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors l'abandon de poste n'est pas défini légalement. Donc, c'est le fait pour un salarié d'être en absence injustifiée, sans motif légitime. Donc, effectivement, si subitement vous quittez le plateau, soit vous avez une raison valable, soit ce n'est pas le cas. Une très forte envie, comme on dit. Donc,
il n'y a pas de cadre juridique. Ça veut dire qu'un salarié qui ne pourrait pas apporter le justificatif d'un arrêt maladie pourrait être considéré par son employeur comme un abandon de poste et donc pourra être victime d'un licenciement, subir un licenciement pour faute grave. Comme vous y allez, Arnaud. Ah bah oui, il faut y aller. Les choses ne sont pas aussi simples. Ça serait trop beau. Non, alors c'est pas ça serait trop beau. En réalité, il faut regarder d'un peu plus près la situation. Donc, lorsqu'un employeur constate que son salarié est absent ou n'est pas revenu l'après-midi reprendre son poste, il va chercher à comprendre. Et pour chercher à comprendre, il va lui envoyer un courrier, ce qu'on appelle usuellement une mise en demeure. Vous savez naturellement que si par exemple vous êtes en arrêt maladie, vous avez à peu près 48 heures donc, pour envoyer l'arrêt maladie à votre employeur et le lui rappeler, le lui indiquer, le justifier. Et ça, c'est souvent prévu par le règlement intérieur. D'accord. Donc, le coup de téléphone, excusez-moi pour être un peu abrupt, on avait une DRH qui passe un coup de fil sur le téléphone du collaborateur. Ça, c'est pas considéré juridiquement comme un élément juridique, mais on peut quand même essayer de savoir par téléphone d'abord. Oui, bien évidemment. Oui, tout à fait. Vous pouvez absolument tenter d'appeler le salarié qui n'est pas là pour savoir ce qui se passe et vous enquérir de sa situation. Donc là, il y a plusieurs, évidemment, il y a 1000 cas de figure, mais il y en a plusieurs typologies. Il y a le salarié qui vous dit « je suis malade », mais je n'ai pas de certificat médical. Dans ce cas-là, qu'est-ce que fait l'employeur ? Dans ce cas-là, il le met en demeure de produire un justificatif médical. Donc là, il faut un document écrit, reçu par le salarié, en lui disant il faut nous apporter un bulletin. Oui, absolument. Le collaborateur n'apporte pas de bulletin ce qui arrive, de bulletin maladie, avec des arrêts officiels. Qu'est-ce qui se passe ? Il est mis à pied, il peut être licencié ? Alors, là encore, vous êtes extrêmement rapide. Mais vous savez, la télé, c'est rapide. La hâte est la mère de l'échec, disait Hérodote. Je la note. Je suis trop impatient. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, vous envoyez dans ce cas-là... Alors, vous avez attendu déjà l'accusé de réception de votre première mise en demeure. Et dans ce cas-là, moi, je suggère quand même d'envoyer une deuxième mise en demeure, surtout durant les temps un peu troublés que l'on connaît. Alors, il arrive parfois, je vais essayer de faire comme Hérodote, de ne pas aller trop vite, mais il arrive parfois que des salariés en cours de route se mettent en arrêt maladie, ce qui fait que l'employeur ne peut pas enclencher une procédure de licenciement. Ça, c'est officiel, c'est réel, ça. Alors, c'est tout à fait exact, sauf que l'employeur est quand même en droit d'enclencher une procédure dite disciplinaire si l'arrêt maladie lui parvient hors délai. D'accord. Donc, il n'est pas arrivé dans les délais, il a bien envoyé sa lettre de mise en demeure. Le salarié fournit un document, mais trop tard, parce qu'il essaie évidemment de rattraper comme il peut le tir. Mais c'est trop tard, la procédure a été enclenchée. Oui, mais ça sera vraisemblablement pas un licenciement, sauf s'il y a récidive. Sauf si le salarié est coutumier du fait, par exemple, d'envoyer trop en retard. Ensuite, il y a d'autres situations où, effectivement, le fait d'envoyer en retard, si vous avez un dossier disciplinaire, par exemple, où des problèmes ont déjà surgi par le passé, l'employeur peut peut-être, à ce moment-là, opter pour un licenciement. Alors, cas de figure le plus simple qui doit exister, c'est un salarié qui abandonne réellement son poste, il ne justifie d'aucun document, et par téléphone, et peut-être même par courrier ou par mail, il indique qu'il ne reviendra pas. Sur le plan juridique, qu'est-ce que doit faire l'entreprise et qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans ce cas-là, l'employeur doit se garder de le considérer comme étant démissionnaire. D'accord. Pourquoi ? Oui. Parce que la démission présuppose un consentement libre et éclairé. Si le salarié soit fait le mort, soit écrit un courrier en disant « je refuse de revenir », par exemple, c'est très rare. Oui, donc, c'est rare parce que s'il refuse de revenir, il fera le mort. Mais il ne donnera pas de nouvelles. Il faut qu'il indique précisément « je souhaite démissionner de mon poste » et c'est ce document qui fait foi. Absolument. D'accord. S'il n'y a pas ce document, il y a une sorte de flou, le salarié est toujours considéré dans l'entreprise. Oui, absolument. Donc le salarié est toujours dans les effectifs. L'employeur ne peut pas le considérer comme démissionnaire. Petit 1,
et l'employeur ne peut pas, par exemple, prendre acte de la rupture du contrat de travail au tort du salarié. Excusez-moi d'être concret, mais il ne peut pas non plus le remplacer à son poste de travail. Il a impérativement besoin de ce poste. Il trouve un collaborateur pour le remplacer. Comment il fait? Il peut le remplacer? Est-ce que la direction du travail, enfin la directe, autorise ce genre de choses? Alors, vous avez absolument un motif de recours de ce qu'on appelle un contrat à durée déterminée, qui est le remplacement d'un salarié absent. Donc ça, c'est possible. Absolument. Même dans le cas de figure, on est dans cette zone grise où on ne sait pas s'il démissionne, on ne sait pas s'il vient, on ne sait pas s'il a un arrêt maladie. Malgré tout, on peut quand même substituer par un CDD. Par un CDD, absolument. Alors, juste un point. Oui, bien sûr. Je pense que là encore, il faut réfléchir à la situation et se dire que vous devez régler impérativement la situation du salarié absent. Ah oui. Pourquoi ? Parce que si vous ne la réglez pas, si vous vous contentez par exemple de suspendre la rémunération. Par exemple, c'est une tentation. C'est une tentation. Le problème, c'est que le jour où vous voudrez tirer toutes les conséquences de l'abandon de poste, vous aurez par exemple du mal à démontrer que l'absence en question, l'absence dite prolongée, a porté atteinte au bon fonctionnement du service, puisque vous avez finalement toléré l'absence. Donc, plutôt que de vous précipiter à signer un CDD, je pense qu'il faut déjà régler une situation qui est une zone grise, comme vous le dites très bien. Donc il faut obliger le salarié en abandon de poste à envoyer un document par mail ou par écrit indiquant précisément « je souhaite démissionner ». Alors, plus exactement, il faut lui demander de justifier son absence ou de reprendre son poste. C'est ça. Voilà. OK. Vous reprenez ou vous justifiez. Puis retour, je n'ai pas de bulletin médical le justifiant, vous n'avez pas repris votre poste, j'en conclus donc que je peux engager une procédure de licenciement envoyée par courrier. Oui. Tout ça est long quand même. Ça peut durer 15 jours, 3 semaines, oui. C'est effectivement, ça. Vous avez raison. Donc c'est une zone grise. Ouais. Des cas rares, avant de nous quitter, c'est quand même pas, vous, avocate en droit du travail et droit social, vous n'avez pas à gérer des dizaines de cas d'abandon de poste. Heureusement. Surtout dans le contexte actuel. Surtout dans le contexte actuel où les salariés adorent travailler et je dirais même ont besoin de travailler. Oui. Et dans ce cas-là, ils rejoignent la volonté de leur employeur puisque finalement tout le monde a un but ultime qui fait que l'un souhaite travailler et sortir d'une situation qui est compliquée. Et les employeurs ont effectivement besoin de faire exécuter des tâches. Donc le télétravail, dans ce cas-là, fait que l'abandon de poste est encore un peu plus rare. Oui, bien sûr, évidemment. La question du télétravail qui pose d'autres sujets d'ailleurs aux avocats. Merci Patricia Gomez-Telamy, merci à Hérodote qui nous a accompagnés pendant cette émission. Je vous remercie Arnaud. Pas trop de hâte, j'ai bien noté ce que vous m'avez dit, avocate associée, spécialiste en droit du travail et en droit social au cabinet PDGB. On est bien d'accord? PDGB, cabinet d'affaires parisien. Parfait, tout a été dit. Merci d'être venu sur notre plateau, c'était un plaisir. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler des seniors. Tiens, oui, c'est pas qu'un dossier juridique, c'est un dossier sociologique. On a beaucoup parlé des jeunes, un jeune, une solution. Ça a plutôt d'ailleurs bien marché. On va parler des seniors. Ils sont presque 1 million de seniors, alors qui est un mot un peu impropre d'ailleurs, ce mot senior. 1 million de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Que fait le gouvernement pour eux? On va d'abord faire un diagnostic et puis on fera des propositions avec mes invités. Ils ont quelques idées sur le sujet. Restez avec nous, évidemment. C'est Smart Job, courte pause et on se retrouve après. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Je suis très heureux évidemment d'être avec vous. On va parler des seniors. Alors, on a beaucoup parlé des jeunes. Un jeune, une solution, près de 500 000 alternants. Tout s'est plutôt bien passé, ça a bien avancé. Le gouvernement a mis le paquet sur ces jeunes, mais qu'en est-il des seniors? Alors les seniors, on va peut-être revenir avec mes invités sur la terminologie de ce mot qui est un peu barbare, un peu impropre. On est senior, alors à 45 ans, à 50 ans, on est déjà senior, c'est-à-dire on est déjà vieux, on est déjà acheté à la poubelle. Non, parce qu'il y a beaucoup de seniors aujourd'hui qui ont des compétences, de l'expérience, des qualités et qui peuvent apporter énormément. Puis on parlera aussi de ceux qui prennent leur retraite, parfois jeunes, et puis qui ont encore envie de donner à la société, à la collectivité. On en parle avec Caroline Young. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de revenir sur le plateau. Présidente et fondatrice d'Expert Connect. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la possibilité pour des seniors
en pleine forme, ayant beaucoup d'expérience, de pouvoir apporter leur contribution. J'ai vu que vous aviez un parcours dans le conseil, dans la banque, dans les fusions-acquisitions, puis que vous avez vous aussi en quelque sorte un peu renversé la table pour faire autre chose, c'est ça ? On essaye. D'apporter notre pierre à l'édifice. Et vous le faites. Jean-Sébastien Fiorenzo, merci d'être avec nous. C'est intéressant parce qu'on voudrait, dans Smart Job, parler aussi des régions, de ce qui se fait partout en France. Et vous êtes le délégué général à l'APEC Occitanie. Oui. Merci d'être avec nous. On parlera évidemment de ce que vous menez en Occitanie, puisque fait l'APEC en direction des seniors et des cadres. Benoît Serre, merci d'être là. Vice-président de l'Association nationale des DRH Senior Partners au BCG, la NDRH. Mais vraiment, et je vous pose la question en premier, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels vous êtes en accompagnement, et sur ce sujet-là, vous êtes, j'allais dire, en aiguillon, en proposition, et vous dites au gouvernement: bravo pour ce que vous avez fait pour les jeunes, il n'y a rien à dire globalement, mais pour les seniors, malheureusement, le compte n'y est pas. Oui, en fait, on le dit depuis longtemps, bien avant la crise. Dès 2017, on a évoqué le sujet à l'occasion de la réforme des retraites, puisque en avril 2017 ou 2018, le président de la République a fait une conférence de presse où il a annoncé la réforme des retraites. Il a eu une question qui était: d'accord, mais enfin, avec le problème qu'on a avec les seniors, vous faites comment pour allonger l'âge ? Et il a dit, bien évidemment, il faut résoudre le problème des seniors avant de lancer la retraite. Souvent, on dit oui, c'est vrai, on l'entend. Quand le rapport de Delevoye est sorti, enfin, vous connaissez tous les termoiements de cette réforme, il n'y avait plus rien sur le sujet. Donc, on a pris la parole, nous, au NDRH, en disant: attendez, c'est bien gentil de vouloir allonger la durée, on ne conteste pas les calculs, etc. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la France est un des plus mauvais élèves de l'Europe dans ce domaine. Donc, ce sujet, on le traite, nous, depuis longtemps. On avait proposé éventuellement la création d'un index ou autre chose. Puis il y a eu une commission, la commission Belon, qui nous a auditionnés, etc. Et puis le sujet est revenu sur la table quand le plan de relance est sorti. Moi, j'ai eu l'occasion et l'honneur de débattre avec Bruno Le Maire pour ce sujet. Et je lui ai dit, il y a un impensé général de votre plan, c'est les seniors. Les oubliés du plan de relance. Alors que, et pour terminer là-dessus, notre raisonnement, c'était de dire, ça fait 10 ans qu'en France, on se bat contre toutes les discriminations de la Terre, les unes après les autres, et tout ça est parfaitement légitime. Il y en a une dont plus personne ne parle, qui c'est la discrimination à l'embauche des seniors, qui est pourtant la principale. Or, ce plan de relance, et on sait le faire, puisque ça fait des années qu'on fait des politiques en faveur des jeunes. On l'a fait pour les jeunes, bien sûr. Et pourquoi on ne fait rien pour les seniors ? Et donc, on a remis le sujet, et là, comme vous l'avez dit, on va un peu plus loin, et on dit maintenant, ça suffit, il faut absolument mettre en œuvre un plan pour les seniors, sinon vous aurez une génération déclassée absolument dramatique, d'autant plus qu'on ne peut pas mettre en place une loi pour les aidants qui consiste à reconnaître que des gens travaillent, ont une activité pour leurs propres parents, et en même temps considérer que ces gens peuvent partir au chômage, parce qu'un senior qui part au chômage à 57, 58, c'est 3 générations qui tombent. Lui, évidemment, ou elle, ses parents qui l'aident, et souvent ses enfants. Ses enfants qui sont aux études. Donc c'est un problème de société, c'est pas un problème économique. C'est un problème social. Et pourtant, c'est sous les radars. Juste, je vous poserai la question après, Benoît Serre, mais j'ai peut-être mal commencé ce débat. Le mot senior, ça vous choque pas ? Moi qui suis senior, voilà, je vous le dis droit dans les yeux, je suis considéré dans le sport comme senior. C'est le bon mot, senior ? Senior, c'est tout de suite un peu réducteur, c'est un peu givaro. Ah bah c'est un senior, lui. C'est pas... C'est un terme super galvaudé. On peut être senior dans l'informatique à 28 ans. Donc, ça veut rien dire. Moi, j'utilise pas le terme de senior. Malheureusement, je n'avais pas trouvé de meilleur. Oui, Chez Expert Connect, nous, on parle d'experts. On parle d'experts, expérimentés, voilà. Sachant. Les sachants, voilà. Senior, ça veut tout et rien dire. C'est difficile, mais j'en conviens, c'est pas facile de le remplacer par quelque chose qui soit aussi large. Sachant, expérimenté ? Oui, expérimenté. On utilise plutôt le terme expérimenté. Après, la question aussi qu'on peut se poser, c'est à partir de quel âge ? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est à 45 ans et plus, ou est-ce qu'on va plutôt vers le braquet 50-55 ? J'ai vérifié ce matin avec Aurélie Planex, notre rédactrice en chef. L'INSEE, c'est 50 ans. 50 ans. C'est 50 ans. Mais auparavant, si j'ai bien compris, avait mis la barre à 45, pour être un peu précis. Ce qui est terrible. Les seniors dans les entreprises commencent à 45. C'est ça. C'est pour ça qu'on a dit que senior, c'était 45. Le terme expérimenté, en fait, c'est celui qui a été recommandé par la commission Belon,
qui veut dire arrêter de parler des seniors. Et ensuite, 45 ans, ça n'a aucun sens. Aucun sens. On est Le vrai d'accord. problème d'emploi, il se pose à partir de 55. 55. 964 000 nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, c'était fin 2020. Les chiffres doivent être, à mon avis, encore affinés à l'aune de cette crise Covid. L'APEC Occitanie, c'est combien? C'est 9 000 personnes, des cadres, des jeunes qui sont pris en charge? Sur l'Occitanie, on accompagne à peu près 10 000 cadres et jeunes diplômés chaque année. On a à peu près 25 à 30% de cadres qui seraient expérimentés, qu'on accompagne. Alors, on a un contexte un peu particulier en Occitanie, c'est la crise de l'aéronautique aujourd'hui, avec la crise Covid, avec l'aéronautique et tous les sous-traitants qui vont autour, évidemment. Bassin très dynamique qui aujourd'hui très dynamique il y a encore 2 ans, qui aujourd'hui, il y a encore 2 ans, s'arrachait les cadres expérimentés, clairement. Et là, par rapport à votre activité, c'était vraiment des liens avec des experts qui étaient vraiment recherchés. Et aujourd'hui, un frein assez fort. Alors nous, à l'APEC, je rejoins ce que vous disiez, Monsieur Serre, on a travaillé avec les expérimentés depuis des années. On n'a pas attendu le plan Un jeune, une solution. On s'est investi évidemment aux côtés de l'État pour les Un jeune, une solution, mais on a aussi continué à travailler avec les cadres expérimentés pour les accompagner justement à la prise d'emploi. Et ce qu'on constate, nous, quand on interroge les entreprises qui emploient des seniors, c'est qu'il y a beaucoup d'atouts et d'avantages que de travailler avec des seniors. C'est l'expérience, ce qu'ils peuvent apporter en termes de parrainage, marrainage, vis-à-vis de mentorat, vis-à-vis des jeunes diplômés qui intègrent la structure. Ils ont une prise de recul beaucoup plus importante par rapport aux situations, par rapport, j'allais dire, à la stratégie de l'entreprise. C'est très positif, mais il y a quand même 1 million de personnes quand on travaille avec les entreprises, que quand ils emploient des cadres expérimentés, les premiers points positifs viennent de suite. Donc du coup, nous, le travail de fond qu'on fait à l'APEC avec nos consultants qui sont en relation avec les entreprises, c'est d'essayer de faire bouger les lignes côté recruteur. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises? Trop cher, salaire trop élevé? C'est quoi l'argument? C'est souvent des représentations. C'est souvent des représentations. Et c'est souvent des représentations à compétences égales. Il y a un jeune diplômé, un cadre expérimenté. Évidemment, le salaire va faire partie de l'équation. Mais parfois, le cadre expérimenté est prêt à bouger sur sa rémunération pour revenir à l'emploi. Et c'est peut-être après une philosophie d'entreprise qu'il faut accompagner. Caroline Youn, je précise quand même qu'on parle des cadres. Il y a une question d'employabilité pour ceux qui sont des salariés de plus de 50 ans sur des métiers manuels ou des métiers difficiles, des métiers en tension. Je pense aux maçons, je pense à ceux qui font beaucoup de ports et qui disent qu'à 50 ans, et là c'est un autre sujet qui s'ouvre, ils ne sont plus en capacité physique de pouvoir faire ce métier et donc il faut les reventiler sur d'autres postes. Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel sur le rapport Belon. Il n'a pas fait avancer beaucoup le schmilblick, le rapport Belon? Non, je citais juste. C'est ça, vous l'avez cité. Vous ne portiez pas. Qu'il était force de proposition très Non, on est d'accord, mais c'est juste. C'était une proposition. Juste pour revenir sur le point de monsieur sur la représentation. Ça fait 35 ans en France qu'on régule le marché du travail en sortant les vieux. Mais oui. Et donc, à ce titre-là, on a dévalorisé et on a collé des étiquettes sur les seniors. J'utilise ce mot, expérimenté, qui s'adapterait moins bien, qui serait moins appétit, qui serait caractériel, moins formé, Voilà. C'est totalement faux. Dans les pays du nord de l'Europe, on n'a pas du tout ces représentations parce qu'on n'a pas dû justifier à un moment, pendant 30 ans, on faisait des mesures d'âge. Et là, on a repris ce travers tout à fait immédiatement avec la crise du Covid. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des grands groupes du CAC 40, dans l'industrie, etc. C'est votre boulot, vous, d'amener les expérimenter. Ils ont tous fait des plans avec des mesures d'âge. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, c'est l'État qui les poussait à le faire, excusez-moi. Alors, l'État, voire il le finance eux-mêmes. Oui, mais c'est le pli qui est socialement acceptable. Alors, à toute crise, il y a quand même des opportunités formidables. C'est que ce qu'on constate... Nous, chez Expert Connect, on réinjecte, on va dire, dans ces entreprises des gens qui sont très expérimentés, qui ont des compétences rares, etc. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, déjà, nos clients reviennent en disant, en fait, on a fait partir tous les types qui savaient faire quelque chose. On n'a plus notre force, notre savoir. On va recruter des jeunes, on le sait. On ne peut plus transférer le savoir parce que les gens sont partis. Donc, il y a des opportunités formidables à ce titre-là, sous des modes plus flexibles. Et auxquels les entreprises n'osent pas forcément faire appel pour réembaucher en tout cas une partie de ces gens qui sont... Ce qu'on a détricoté hier pendant 30 ans par des politiques publiques plus ou moins, on est en train d'essayer de le retricoter. Benoît Serre, le mot était fort dans ce que vous avez dit et vous représentez aujourd'hui la NDRH. C'est 5000 DRH, c'est 11 millions de salariés. Vous dites il faut un plan. Qu'est-ce qu'on doit détricoter? Qu'est-ce qu'on doit
pour inventer un nouveau modèle. Parce que là, le plan Un jeune, une solution, là, il y a un vrai effort. Il y a un site, il y a une plateforme, c'était relativement simple. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces seniors qui sont pères de famille, qui ont leurs enfants aux études, dont parfois la femme ne travaille pas, puisqu'en fait, ils font vivre le foyer, qu'est-ce qu'on doit créer, inventer, et qu'est-ce que vous proposez pour être concret? En fait, il faut comprendre que depuis quelques années, les entreprises, même si ce n'est pas parfait, ont appris à garder les seniors. En revanche, le drame se passe lorsqu'un senior perd son emploi, sa capacité de réembauche est extrêmement faible. 22 mois. Voilà. Le cas que vous évoquiez, Madame Young, sur les plans de départ, effectivement, on observe beaucoup de plans de départ volontaires en ce moment, les fameuses ruptures conventionnelles collectives qui prévoient ce qu'on appelle des congés de fin de carrière, mais à la limite, ces gens-là, ils sont en congé de fin de carrière et ils sont protégés jusqu'à leur départ à la retraite à taux plein. C'est un coût social quand même. Ça, c'est vrai pour les grandes boîtes, parce que ça coûte extrêmement cher. Donc à la limite, ça, on peut à la limite considérer que ça peut fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a pas mal de choses à faire. La première, c'est que qu'est-ce qui marche dans le plan jeune? On l'a vu sur Alternance, on l'a vu ailleurs. C'est il faut donner à l'entreprise, avant de casser les schémas de représentation sur l'expérience, dont je suis convaincu, j'avais commis un article qui s'appelait L'expérience est une compétence, donc je suis convaincu de ça évidemment. Il faut donner à l'entreprise un intérêt à recruter des seniors. Et ça, l'État, il a des moyens fiscaux de le faire. L'intérêt, c'est... Comme il l'a fait avec... Non, mais c'est vrai, il faut passer, il faut passer par là. Les exonérations pour les jeunes, ça a marché. La deuxième chose, il faut casser ce schéma du senior à 45 ans, qui est quelqu'un qui a fait quelques études, il n'est même pas à la moitié de sa vie professionnelle à 45 ans. Donc c'est absurde de dire ça. Et d'ailleurs, on le met dans une case, alors que lui n'a rien demandé du tout. C'est un suicide social. Je suis absolument convaincu que si on sortait de ce schéma-là, tout d'un coup, on arrêterait de parler des seniors à 45 ans. Ça n'a pas de sens. Les vrais seniors, la question se pose essentiellement à partir de 55 en réalité. Oui. À la fois, on va tomber sur les codes de pénibilité. Je crois aussi qu'il y a une troisième, qui est le sujet un troisième pour le travailleur élément, manuel. c'est de suivre d'une certaine manière le taux d'emploi des seniors dans les entreprises. On suit les taux d'emploi de la terre entière, de toutes les discriminations du monde. Alors d'ailleurs, ça pose un problème parce qu'on est en train d'additionner les discriminations dans les entreprises, alors que l'objectif d'un DRH, c'est créer un corps social uni. Donc la troisième chose, c'est effectivement de pouvoir suivre la réalité de l'emploi des seniors. Et puis, là, c'est les DRH, c'est dans leur jardin, cette affaire-là. On ne peut pas se réveiller à 55 ans en disant qu'est-ce qu'on va faire de lui ou d'elle. Il faut effectivement y songer avant et avoir une véritable approche de deuxième partie de Juste, carrière. c'est court, c'est Pierre Bérégovoy qui en 82 disait globalement pour faire des embauches, ça c'était au moment où les socialistes font leur réforme, pour qu'il y ait des grosses embauches de jeunes, il faut l'encouragement aux formules de pré-retraite progressive avec tutorat des jeunes. En un mot, parce que c'était l'époque où on avait mis la retraite à 60 ans. Mais oui, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette idée de, comme il n'y a pas de boulot pour tout le monde, il faut faire d'abord rentrer les jeunes et puis les... Troisième point, vous l'avez très bien dit, il faut mettre en avant beaucoup plus qu'on ne le fait, et notamment dans les périodes de crise, le fait que d'avoir des seniors dans l'entreprise, ça signifie quoi? Ça signifie des gens qui ont du recul, qui en ont déjà vu des dizaines de taux de transformation, donc ils sont assez calmes sur le sujet. Ils ont d'ailleurs souvent, et c'est bien, plus vraiment d'ambition en termes... Au contraire, ils sont là pour faire leur boulot le mieux possible, pour transmettre souvent, etc. Donc ce sont des... Contrairement à ce qu'on imagine, c'est des gens à manager... Un peu plus sages. Plus sages, exactement. Alors il y a une crainte néanmoins dans les entreprises, ça vous l'avez certainement vu, j'en ai parlé avec les gens de chez vous à Marseille, il y a une crainte, c'est que quand vous recrutez un senior, vous dites je vais avoir du mal à l'intégrer dans la culture de boîte parce qu'il a des années d'expérience professionnelle et ça va être compliqué. Ça, c'est la partie positive. Et la partie moins positive du débat, c'est de dire attendez, si je recrute quelqu'un à 56, 57, le temps que je le forme, je l'habitue, etc., pof, il va partir. On veut trop dire l'investissement ne vaut pas le coup. Donc, on a une autre proposition qui est l'augmentation de la cotisation CPF. Qui est à 500 € aujourd'hui. Pourquoi on ne la passe pas à 1000 à partir de 55 ans, de manière à donner à ces seniors et aux entreprises qui les emploient ou qui les emploieraient demain des moyens de se transformer en termes de compétences. Parce que la digitalisation joue sur ce créneau-là aussi. Caroline Young, là on est en plein dedans. On est en plein dedans, mais il y a un truc formidable qui a déjà été fait en 2010, lancé sous le gouvernement Sarkozy, sauf erreur, qui est le plan d'action senior, avec une revalorisation de l'image des seniors et des campagnes de publicité, affichage grand public, etc. Là, c'est atone, la question des seniors. Les indicateurs dans les entreprises sur le taux d'emploi, le taux de formation des seniors, etc., qu'il fallait améliorer chaque année. Et ça a disparu après 2-3 ans, malheureusement, alors que c'était un super dispositif. Donc les idées, il y en a. Il faut juste les mettre en œuvre. Et c'est vrai que ce sujet a été complètement... Oui, parce que notre action à NDRH, c'est
le remettre sur le dessus de la pile. Donc on est ravis d'être invité. Il y a eu un très bon article dans Le Monde récemment sur le sujet. On voit que le sujet est en train de monter. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de publier des trucs sur LinkedIn et je me rends compte qu'à chaque fois que je publie quelque chose sur les seniors, c'est extrêmement lu. Donc il y a un véritable sujet de société dont, pour le moment, à ma connaissance, les pouvoirs publics ne se saisissent pas. Alors vous avez été auditionné par la Commission des affaires sociales ou économiques à l'Assemblée nationale. Sur ce sujet récemment. Sur ce sujet il y a quelques jours. Donc, j'imagine que vous vous êtes exprimé auprès des députés. Oui, on a fait passer des messages. Peut-être des propositions de loi, un projet de loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je ne vais pas vous mettre en difficulté en vous demandant qu'est-ce qu'on devrait faire. Gilles Gâteau fait vous suivez. Alors notre directeur général, votre directeur général sur la PAC. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les leviers fiscaux, on l'a vu sur les jeunes, exonération pour les emplois, c'est-à-dire que ça coûte rien. C'est un vrai sujet. Non, mais il y a déjà des dispositifs. Alors le dispositif, les dispositifs fiscaux, j'aurais du mal à prendre la parole, ils existent après. Ah oui, ils existent. Voilà, je pense que le sujet, nous, à notre niveau, c'est on essaie d'être au plus près à la fois des entreprises et des cadres seniors, on va les appeler seniors pour ce coup-là. Donc vous les voyez, vous, les drames nous, sociaux on les voit et on essaie, comme je vous disais tout à l'heure, d'adapter notre offre de service et ça fait des années qu'elle existe. Donc on s'est pas réveillé il y a 2 mois en se disant il faut qu'on fasse quelque chose pour les seniors. Oui. On a des ateliers spécifiques, on a des consultants qui les accompagnent pour vraiment les remettre sur le marché de l'emploi. C'est des gens un peu cassés, excusez-moi, dans le profil. Ça dépend des situations. On peut avoir des personnes qui sont prêtes à rebondir et qui ont réussi à gérer leur rupture de contrat de travail. C'est souvent difficile, c'est des gens qui ont une carrière assez Après, il peut y longue. avoir des drames particuliers, ça c'est clair. Et on travaille aussi avec les caisses de retraite cadres qui ont des dispositifs qui s'appellent Équation Emploi et dans lequel l'APEC et ces caisses de retraite travaillent main dans la main pour accompagner ces cadres seniors. Et la dernière expérience qu'on a menée, elle remonte à 2019 dans 2 régions qui étaient PACA et les Hauts-de-France. Et on a un dispositif de mentoring, parrainage et marrainage, qui s'appelle Talent Senior. Et là, on se mobilise. Alors aujourd'hui, on va le lancer dans 7 régions de France, dont l'Occitanie. Là, on se mobilise au niveau territorial et on va proposer à des cadres seniors d'être parrainés, marrainés par des chefs d'entreprise, des acteurs locaux. Pour l'Occitanie, je vous parlerai du MEDEF, de la CPME, de la région, de la préfecture. On va faire une soirée de lancement où il y aura une 50aine de parrains marraines qui sont issus du tissu et du monde économique et qui vont s'engager pendant 1 an à garder le lien et à les suivre. Ça, c'est du mentorat, en fait. Du mentorat. Ouais. Alors après, on les prépare aussi, nos cadres, à aller vers ce mentorat-là, parce qu'il faut être aussi prêt, il faut être aussi en capacité d'utiliser son réseau et être véritablement disposé à retourner à l'emploi. Mais attendez, juste sur le plan philosophique, Caroline Youn, ce que disait Bérégovoy avec Mitterrand à l'époque, en 82, c'était de dire, nous, on met le paquet sur les jeunes. C'est vrai que c'était la retraite à 60. Là, on parle d'une retraite à 65. Allons là. 67. Allons-y. Compte tenu du fait, excusez-moi de revenir sur ce paradoxe, et les syndicats, d'ailleurs, le pointent régulièrement du doigt, c'est qu'on libère de plus en plus tôt les cadres, 57, 58, et on va demander en même temps aux Français de travailler jusqu'à 67 ans. Comment on fait? Comment on règle cette quadrature? Ça ne tient pas. Alors effectivement, il faut offrir des schémas plus flexibles aux entreprises. Je suis d'accord avec l'aspect fiscal, bien qu'il existe déjà des schémas où pratiquement l'individu ne vous coûte rien et ça marche pas quand même. Mais c'est très catégorisé, c'est pas une vraie politique. En fait. Peut-être. Et surtout, il n'y a pas eu de buzz autour et donc personne n'en parle. Les entreprises ne connaissent pas ces dispositifs. Ensuite, il faut offrir des modes d'intervention flexibles qui ne font pas peur aux entreprises aussi, je pense. C'est-à-dire qu'on mette des mots sur pas un CDI trop contraignant, la capacité d'être plus C'est ça la difficulté. Ne pas être pieds et mains liés, c'est ça que vous. C'est dans l'air du temps aussi. C'est ça. On va vers un monde où on va aller piocher les compétences lorsqu'on en a besoin. Donc plus dans du consulting. Voilà. Et il faut former. Mais avant l'âge de 55 ans, avant qu'il soit dehors, qu'il soit trop tard, exactement, il faut former et mettre la petite graine dans l'esprit des gens. À un moment, ils doivent se prendre en main. Et c'est peut-être ça l'avenir pour eux. Il va falloir travailler jusqu'à 67 ans. Donc ça veut dire c'est pas rien. Il y a des sujets qui pourraient être mis en œuvre. La réforme de l'assurance chômage qui devrait être appliquée en juillet. Dont on parle. On verra. Ouais. Elle prévoit plus tard, vous savez, une taxation sur le nombre de CDD. C'est un vieux sujet. On n'est pas d'accord avec le sujet, c'est un autre problème. Vieux sujet. Pourquoi n'exclut-on pas les CDD seniors de cette mesure? Ça, ce serait quelque chose d'intelligent. Qui amènerait plus de flexibilité. Exactement. Ou alors, vous avez un autre système, je parle sous votre contrôle, les fameux contrats de professionnalisation adultes, là, sont accessibles aux seniors quand ils sont en fin de droit. Or, vous êtes des spécialistes. Pourquoi attendre la fin de droit? Quelqu'un qui est en fin de droit, on est déjà très loin de l'emploi là. On est cassé. Pourquoi est-ce qu'on met pas ça à la sortie, au moment où il s'inscrit à Pôle emploi? Vous voyez, il y a des choses extrêmement simples à faire. Et ça, les pouvoirs publics ont le pouvoir de le faire. Et sincèrement,
on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à intégrer le fait que si on ne traite pas mieux nos seniors, on a un véritable problème de société qui arrive droit devant nous, et il sera trop tard si on ne prend pas les mesures aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sait que plus les seniors travaillent, plus les jeunes travaillent. Bien sûr, exactement. Donc ça vient tordre le cou avec la théorie de 82, de l'arrivée des socialistes au pouvoir, qui pensaient qu'il fallait d'abord faire travailler les jeunes, aux dépens des fameux départs en pré-retraite. On se souvient de ces wagons de cadres et d'ouvriers d'ailleurs qui partaient en pré-retraite. À l'époque, on vivait moins longtemps aussi. C'est vrai. L'espérance de vie à la retraite était bien moindre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé après le départ à la retraite, c'est 23 ans. C'est un débat sur le... Ça veut dire que quand vous avez 45 ans, a priori, vous avez encore 50 ans à vivre. Mais juste, je me tourne vers vous, parce que vous êtes sur un modèle très implémenté, très souple. Vous ne dites pas c'est l'intégration au CDI, c'est on apporte sa compétence sur un temps donné, c'est comme un consultant qui vient. Vous avez aussi des salariés, j'imagine, qui sont moins expérimentés, des cadres moyens, j'allais dire. Comment vous leur permettez de retrouver l'emploi? Vous les formez? Parce qu'il y a un vrai débat. Malgré tout, il faut soulever le sujet. À l'accès à Internet, il y a une crise de jeunisme. Non, mais c'est un faux débat, mais c'est posé dans l'entreprise. C'est-à-dire, en tout cas, un peu moins pour les cadres. Moins pour les cadres. Moins pour les cadres. Maintenant, ce que vous dites est vrai par rapport à l'expertise. C'est-à-dire qu'on se rend compte que plus un cadre est expert dans un domaine, plus il aura une facilité à rebondir post-CDI, à, comme vous le disiez, trop généraliste, c'est dur. Trop généraliste, ça devient dur parce que du coup, on est là sur un métier qui est difficilement... On sait tout faire, mais rien faire. Ouais. Alors après, là, on peut travailler avec les cadres sur un projet de reconversion avec de la formation à la clé. Et il y a des dispositifs qui existent et on travaille bien avec Transition Pro, avec les différents acteurs. C'est un coût social. Quand on empile tous ces dispositifs... Oui, mais on permet quand même à la personne de rester le moins longtemps possible au chômage. C'est 22 mois, vous confirmez ce chiffre. C'est presque 2 ans. C'est presque 2 ans. Pour ceux qui sont partis, ils mettent 2 ans à retrouver un... Mais c'est colossal. Donc ça a bien un coût social. Il vaut mieux une formation. En tout cas, reconversion, formation, c'est souvent les mots-clés. Et souvent, les cadres arrivent à un niveau de réflexion. Et la crise Covid a intensifié cette réflexion de changer de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cadres... Un peu usés aussi. Qui étaient dans des grands groupes et qui viennent nous voir et qui nous disent, maintenant, moi, ma carrière, j'oublie. Je suis cuit, ils vous le disent comme ça. Ouais, ou alors, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me rendre utile par rapport à la société. L'économie sociale et solidaire aujourd'hui est un secteur qui attire énormément. On a beaucoup de cadres qui viennent nous voir, le sens, et ils viennent nous voir pour nous dire, aidez-nous à y voir plus clair et aidez-nous surtout à concrétiser nos valeurs dans le monde du travail. Et donc, du coup, nous, on les oriente vers ces secteurs-là, parce que c'est des secteurs qui prennent vraiment tout leur sens. Combien de débats on a eu ici, en votre présence d'ailleurs, sur l'idée que ces jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi étaient en quête de sens, mais je m'aperçois que c'est le même débat pour les cadres. Ils ont fait 30 ans dans une boîte, et puis là, ils sont un peu perdus. Une autre raison, c'est que, pas que les cadres d'ailleurs, les seniors en général, il y a un moment où leur recul, leur prise de hauteur font qu'ils se disent aller se battre pour choper le poste du dessus, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui les intéresse, c'est d'abord faire ce que j'aime, transmettre. Moi, j'ai vu plein de gens, j'en ai vu beaucoup, effectivement, qui disent, moi, ce que j'aime, c'est transmettre et apprendre aux gens. Et donc, je crois qu'il faut plus de souplesse dans le système. Il faudra aussi s'interroger sur le fait qu'ils sont mal protégés socialement quand ils sont dans des systèmes souples. Ça, c'est un autre sujet. Mais il demeure quand même que le sujet de l'accès des seniors, enfin les seniors apportent aux entreprises, c'est une évidence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles savent maintenant comment les garder. Maintenant, il faut qu'elles aient le courage de les... Et là, vous avez raison, c'est que les sujets de formation... Parce que moi, je conteste un peu le débat sur la digitalisation. La génération qui a 50 ans aujourd'hui, elle travaille déjà depuis 20 ans avec le sujet. C'est une espèce de fausse excuse qu'on se donne. C'est vrai qu'ils ne vont pas vous coder un jeu vidéo, mais en même temps... Nous, on fait intervenir essentiellement des retraités en entreprise. Oui, vous aussi des retraités. Le Covid... Et donc l'impossibilité pour eux d'aller sur les sites des clients ne nous a pratiquement pas impacté l'année dernière. Tout le monde est passé en ligne, même nos retraités. Donc c'est un non-sujet le digital. Sujet. Quand même, là, je lis une analyse de Pierre Cahu, qui est un économiste de renom, qui dit la France pourrait accroître son PIB par habitant de près de 25% au cours des 3 prochaines décennies si elle s'alignait sur les meilleures pratiques en matière de politique des seniors. Plus il y a de gens qui travaillent, plus ils payent d'impôts. Plus ça crée de la valeur, plus ça crée de l'activité. Avant de nous quitter, il reste 10 secondes, Benoît Serre. Est-ce qu'il faut quand même détricoter un certain nombre de mesures qui encouragent les entreprises à se séparer de leurs cadres par des mesures incitatives qui permettent à l'entreprise de dégraisser, donc de réduire sa masse salariale, en commençant par ses cadres et par ses seniors? Je ne sais pas, parce qu'on voit bien que les entreprises qui sont allées chercher des solutions négociées type les RCC avec les congés de fin de carrière,
dans la crise et qui continuera à le faire, à la limite, c'est assez vertueux. Parce que d'abord, c'est négocié avec les partenaires sociaux et surtout, ce sont des systèmes qui protègent effectivement les seniors. Donc cela, je trouve qu'au contraire, il faut donner à ces entreprises qui font l'effort d'aller chercher des accords majoritaires des avantages par rapport à ceux qui virent froidement. C'est ça le sujet. Voilà, c'est plutôt comme ça, plutôt que d'être tricoté. Mais le dernier point, plutôt que d'être tricoté, il faudrait tricoter. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mesures partout qu'on ne comprend plus rien. Oui, je suis assez d'accord. C'est pour ça qu'on dit, de maquis un plan senior, reprendre ce qui existe, éventuellement inventer des choses nouvelles, et le simplifier. Mais avoir une approche cohérente comme on l'a fait pour un jeu de solution. On a pris du temps, on avait 25 minutes aujourd'hui pour vraiment prendre le temps d'expertiser. On avait l'Occitanie sur notre plateau, c'est intéressant aussi d'avoir des prises avec des régions et des actions. C'est l'APEC qui fait un gros boulot. Jean-Sébastien Fiorenzo, vous en êtes le délégué général de l'APEC en Occitanie. Merci à Caroline Young, présidente fondatrice d'Expert Connect. C'est pas que des seniors, c'est aussi des retraités qui viennent de prendre leur retraite et vous les réinjectez parce qu'ils ont plein de choses à donner. Et puis Benoît Serre, on a entendu que la NDRH réclamait, on aura peut-être la ministre du Travail sur notre plateau un jour, vous réclamez un plan senior. Exactement. C'est bientôt fini. On va accueillir Amélie Favre-Guittet. Vous connaissez Amélie de Talent Management. On va parler. Alors, on va revenir un peu, vous savez, sur cette nouvelle génération des nomades, le full remote. On a l'ordinateur sous le bras, on va partout dans le monde. C'est un peu le monde merveilleux, quoi. On en parle avec elle. Sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet qui est maintenant à ma droite. C'est une nouveauté évidemment dans cette émission. Comment allez-vous Amélie ? Très bien. Talent Management, on est bien d'accord ? Oui. On va parler des nomades, les digital nomades. Alors il y a un petit côté cliché quand on dit digital nomade, c'est sur des jeunes, on a la planche de surf d'un côté, on a l'ordinateur de l'autre. C'est un peu ça, c'est vrai ça existe ? Il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. On le voit sur Instagram quand on les suit. Effectivement, la planche de surf n'est pas très loin. Bah ouais. C'est quoi ? C'est une nouvelle manière de penser le travail, de travailler tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, c'est un nouveau mode de vie. On n'a plus envie de faire comme nos parents et d'être enfermés dans une boîte de 9h à 18h. On a envie de voyager, on a envie de voir le monde et on a aussi envie de travailler. Et donc en fait, on va monter, on va transformer un van et on va aller sur les routes. Alors, c'est un côté très très sympa, ça ne marche pas pour tous les métiers. Il y a 3 catégories, vous en distinguez 3, des digital nomades qu'on appelle aussi des slashers. Ouais. Alors, ils peuvent être slashers comme ils peuvent ne pas l'être. C'est-à-dire, ils peuvent cumuler plusieurs emplois, ça ce sont les slashers. Ils peuvent avoir qu'une seule activité, travailler sur le web, principalement, vendre quelque chose sur le web, ça peut être des blogueurs, des photographes, n'importe quoi. Ils peuvent être aussi des gens qu'on va dire des workers remote, c'est-à-dire des gens qui travaillent en full remote à 100% en télétravail, autorisés par un employeur. Donc, ils peuvent être salariés. On l'a vu tout à l'heure avec Fujitsu. 350 salariés chez eux. Chez eux. Et il y a plein de startups qui le font de plus en plus. Et les entrepreneurs, qui sont des auto-entrepreneurs, qui ne sont pas forcément freelance, en indépendant, mais comme toute entreprise, et qui vont travailler. Bon, ça c'est le profil. Avantage, bon, Amélie, on vient de les voir, c'est plutôt cool quand même. On travaille de là où on veut. Dans les pays qui cartonnent, on a la Thaïlande, avec Bali dedans. On a l'Amérique du Sud. Parce que les gens ont envie de voyager, de voir du paysage, de rencontrer du monde. Donc c'est vrai que ça fait partie un peu des avantages. Il faut avoir une bonne connexion Wi-Fi quand même, parce que sans ça, on ne peut pas bosser. Donc en fait, il y a des sites qui répertorient les endroits où on peut travailler avec la meilleure connexion Wi-Fi, avec les meilleurs spots pour ceux qui sont blogueurs ou quoi que ce soit, pour prendre des belles photos. Donc tout ça, c'est important et ça se développe de plus en plus. Ce n'est pas un inconvénient, mais il faut quand même préciser que ce profil sont plutôt des jeunes. Quand on est père de famille ou mère de famille, il faut quand même considérer que c'est plus compliqué de s'occuper d'un bébé. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Le grand saut. Chien, chat, mari, enfant, on en voit qui ont démarré, ils étaient tout seuls ou juste en couple. Souvent, c'est des jeunes, ils ont fait avant un PVT, c'est-à-dire ils sont partis voyager, souvent en Australie ou ailleurs, puis ils se sont rendus compte que c'était quand même cool. Et donc, du coup, ils ont continué. Et à un moment donné, il y a les enfants qui arrivent, et ils continuent malgré tout avec ça. Alors, du coup, c'est plus un van, c'est souvent plutôt la camionnette qui a un peu plus travaillé. Ouais, avec la remorque derrière. Parce qu'il faut aussi tous les produits de nurserie. Ils sont combien ? On arrive à évaluer cette population sociologique qui finalement, qu'on n'arrive pas à attraper finalement. Alors on n'arrive pas encore à tout à fait à savoir combien ils sont, mais d'après une enquête Forbes, on devrait approcher du milliard d'ici 2035. Sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la planète, d'accord. Oui. 1 milliard de ceux qui peuvent passer d'un pays à un autre, qui peuvent quitter leur pays pour vivre au bord d'une plage. Il y a un petit côté quand même, un mythe du Robinson, c'est-à-dire je me coupe du monde tout en étant connecté. C'est assez paradoxal. Je pense que c'est une réaction à ce qu'on vit aussi aujourd'hui.
aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu voir des générations qui nous ont élevés, de la galère qu'ils ont connue. On parlait juste avant, justement, quand on voit ses parents qui sont au chômage, on n'a pas du tout envie de vivre la même chose. Et on se dit aujourd'hui, à quel moment je peux m'épanouir dans ma vie, tant personnelle que professionnelle? Pourquoi je suis obligée de travailler pour me payer des vacances et pourquoi je ne serais pas sur la route toute la journée et pas en vacances toute la journée. Ouais, comme la chanson, quoi, sur la route. Mais on gagne bien sa vie quand même, parce que là, il y a un vrai débat aussi sur l'économie, ça on ne le sait pas non plus. C'est quoi le niveau moyen? On n'a pas d'études chiffrées. Ça va dépendre d'un métier à un autre. Ça va dépendre aussi du pays dans lequel ils sont. Il y a des pays où, avec... les repas sont pas chers. Voilà, avec 600 € par mois, en Thaïlande, on est les rois du monde. Donc en fait, ça va dépendre de plein de choses. Donc quel est véritablement le besoin que l'on a au quotidien? On paye forcément moins de choses. Donc même si on gagne un peu moins, c'est pas bien grave. Et en fait, souvent pour ces gens-là, l'argent c'est pas un but. Non. C'est juste, j'ai juste besoin d'un minimum pour bien vivre et être bien. Ce qui compte, c'est leur environnement, leur art de vivre. Ouais. Il y a un petit côté quand même assez écolo, il y a un peu un côté militant aussi dans ce choix de vie, j'imagine. Ouais. Oui, oui, parce que sur la manière de vivre, déjà c'est aussi très minimaliste. On n'embarque pas toute sa baraque dans un van. Il faut bien choisir. Des désavantages, c'est quoi si on devait en situer quelques-uns? On en a parlé. On voyage comme on veut, on travaille comme on veut, on peut choisir ses horaires, mais il faut quand même être ultra organisé quand même. Pour quand même ne pas se laisser piéger par le temps qui Et les décalages horaires? Les décalages horaires, ça peut être un avantage. Typiquement, nous aujourd'hui, on a une stagiaire qui est repartie aux US. Donc du coup, on est en décalage horaire avec elle. C'est bien en fait, on lui donne l'émission le soir, le lendemain matin, quand on se réveille, c'est fait. Oui, c'est un petit lutin, quoi. C'est le petit lutin des États-Unis. Travailler en 3-8, donc en 3-8, c'est formidable. Et beaucoup de startups demandent par contre à avoir entre 4 et 6 heures maximum de décalage horaire pour que tout le monde puisse se réunir quand même à une réunion souvent entre midi et 2. Donc, c'est pas un plébiscite, mais globalement, c'est quoi? C'est une tendance. Et vous avez l'impression qu'elle peut s'enraciner avec le télétravail, parce que le télétravail pousse à ça. Je pense que c'est une tendance qui va s'enraciner. On se dit que puisque le télétravail commence à prendre de la place, pourquoi finalement télétravailler depuis son appart ou sa maison et pourquoi pas bouger? Donc ça, c'est une tendance qui va commencer à venir. Les entreprises doivent vraiment faire attention à ça et commencer à communiquer, à travailler leur marque employeur là-dessus. Parce qu'en plus, un collaborateur à qui on fait confiance, à qui on peut laisser cette liberté, va à un moment donné être forcément plus productif parce qu'il est content d'avoir cette liberté et ce champ d'action. Les nomades, slasheurs, à condition, avant de nous quitter, qu'ils soient un salarié, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Fujitsu, pour citer cette entreprise qui était avec nous, à condition qu'il soit en lien de contrat. Donc il est considéré comme un expatrié quand il fait ça? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est selon où il veut s'installer, mais c'est pas un expat, parce que l'expat, c'est envoyé par l'entreprise dans un autre pays, tandis que là, c'est son choix d'aller dans d'autres pays. Donc en fait, il faut adapter aussi son contrat de travail en fonction du pays où il visite. Donc il y a aussi toute une connotation. Et son compte en banque, si je peux me permettre, parce qu'il faut faire virer l'argent. Il faut faire virer l'argent. Il faut pouvoir en disposer. Il faut voir avec les impôts. Il y a pas mal de choses. Donc là, on recommande souvent de faire appel à un avocat pour vérifier que tout est nickel. Oui, c'est une fois qu'on a passé la carte postale de la planche de surf et en backup, il y a quand même un peu de travail administratif. Voilà, c'est le monde rêvé. Il faut quand même le préparer un minimum. Totalement. Amélie Favre-Guittet, un plaisir de vous accueillir et de vous revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Talent Management, entre autres. Merci à toute l'équipe. Merci à Emma Benassi. Merci à notre réalisatrice dont j'ai perdu le nom, mais Pauline Palavi. Merci à Amanda Montero, que ça va bien faire rire. Et merci à toute l'équipe, évidemment. À Valentin pour l'accueil invité. À Pauline Gratel, un vrai plaisir. Je serai là demain, évidemment, rassurez-vous. Smart Job, c'est en direct. Venez nombreux, puis restez évidemment fidèles à tous nos programmes. Portez-vous bien, à demain.